Vous allez peut-être me trouver morbide, mais j'ai toujours été fasciné par les pendaisons. Ce n'est pas que j'aime voir quelqu'un mourir, mais j'apprécie l'histoire qui entoure les exécutions publiques. Chaque lieu de pendaison a sa propre histoire à raconter, et il en existe des centaines à explorer à travers l'Amérique du Nord, dont beaucoup sont ouverts au public. Il y a une sensation indescriptible à se tenir dans un vieux bâtiment et à savoir qu'il n'y a pas si longtemps, des gens se sont entassés pour regarder des criminels mourir et les ont acclamés. Donc, en réalité, si quelqu'un est macabre, c'est eux, pas moi. L'expérience que je vais vous raconter aujourd'hui est ma préférée. Je ne veux pas être ringard et dire que cela me donne encore la chair de poule, mais c'est le lieu de pendaison que j'ai visité qui m'a le plus marqué. Vous savez cette sensation que vous ressentez lorsque vous lisez une bonne histoire d'horreur? Elle s'estompe généralement avec le temps. Mais ce que j'ai vécu là-bas est toujours aussi fort aujourd'hui. Laissez-moi vous parler du nœud coulant des pendus, et oui, il s'agit bien de plusieurs hommes. Il y a environ un an, j'étais en Nouvelle-Écosse pour le travail quand j'ai entendu parler d'un lieu de pendaison peu connu dans une petite ville portuaire à environ 1h30 de Halifax. Étant donné mon intérêt pour le sujet, j'ai décidé de profiter de mon jour de congé pour m'y rendre. J'ai dû faire quelques démarches, mais après avoir contacté l'office du tourisme, j'ai été mis en relation avec un membre de la société historique de la ville qui a accepté de me faire visiter les lieux. C'est ainsi que, tard dans l'après-midi, par un temps nuageux, je me suis retrouvé au bord d'une propriété apparemment abandonnée, avec Ainsley Murray comme guide personnel. Ainsley cherchait la clé qui ouvrait le portail parmi les dizaines de clés qui tintaient sur son trousseau. Le portail était haut et large, orné de volutes décoratives se terminant en pointe, qui me faisaient penser à un cimetière. Au-delà, il y avait une pelouse mal entretenue, avec de l'herbe jaunie qui arrivait à hauteur des genoux, un chemin de pierre envahi par la végétation et l'attraction principale. Un bâtiment en briques partiellement effondré avec une tour de guet centrale. J'étais tout excité. Ainsley a essayé une autre clé, mais elle n'est même pas entrée jusqu'au bout. Dites-moi qu'on n'aura pas besoin de toutes ces clés. Ainsley a ri, ce qui a accentué les rides autour de ses yeux. Oh, non, mon cher, dit-elle en essayant sa 10e clé, où était-ce la 11e? Elles sont toutes pour des bâtiments différents. J'aime tout garder sur le même trousseau, sinon j'en oublie toujours une. Oh, ne t'inquiète pas, je ne me suis retrouvé enfermé que 2 fois, et mon assistante Muriel nous a fait sortir les 2 fois en moins d'une journée. On n'a presque pas eu besoin de recourir au cannibalisme, dit-elle en souriant timidement. Je ricanai et répondis, Ainsley, je vous aime déjà. Merci, mon cher, mais gardez vos pensées lubriques pour vous. Je suis mariée depuis 39 ans et très heureuse, dit-elle en clignant de l'œil et en essayant la clé suivante. Ah, je crois que c'est la bonne. La serrure s'ouvrit dans un clic et les portes s'entr'ouvrirent en grinçant. Des éclats de peinture s'écaillèrent au moindre contact, révélant une structure rouillée. Pour une propriété censée être entretenue par une société historique, elle ne semblait pas avoir vu la moindre main depuis des lustres. Attention où tu mets les pieds, ma chère. Le sol est un peu irrégulier, m'avertit Ainsley. Je commençais à ressentir cette sensation mêlée de crainte et d'excitation que l'on éprouve lorsqu'on regarde un film et qu'on sait qu'un moment effrayant va arriver. Il y avait quelque chose dans l'air, la façon dont le vent soufflait dans les buissons et dont les corbeaux croassaient, comme si une tempête d'adrénaline se préparait. Ainsley me fit signe de la suivre vers l'autre bout de la propriété. Commençons par le jardin, tant qu'il fait encore beau. Ensuite, je vous emmènerai à l'intérieur pour vous montrer les cellules. D'accord, répondis-je. Ainsley nous guida à travers l'herbe, sans sembler se soucier du fait que nous ne voyions pas nos pieds. Je suppose qu'il est facile d'être courageux dans les hautes herbes quand on sait qu'il n'y a pas de serpents venimeux dans les maritimes canadiennes. J'aurais aimé qu'elle me le dise à ce moment-là, je n'aurais pas été aussi prudent. Que sais-tu de cet endroit? Demandai-je. Elle se retourna vers moi et me sourit. Cette prison a été construite à la fin des années 1860 et servait à l'origine à détenir les prisonniers en route pour Halifax où ils devaient être exécutés publiquement. En 1875, le directeur Murray non, mon cher, nous ne sommes pas de la même famille, il y a beaucoup de Murray dans la région, a prétendu avoir obtenu l'autorisation de procéder aux exécutions. Comment ça, prétendait? Elle tapota sa lèvre inférieure avec son doigt. Il prétendait avoir reçu l'autorisation après un incendie à Halifax, mais il n'y a aucune preuve historique pour étayer cette affirmation. Eh bien, il se peut que ces documents aient été détruits au fil des ans, peut-être lors de l'explosion d'Halifax, mais d'après ce que nous savons, il n'y a eu aucun rapport faisant état d'un incendie cette année-là,
ni d'une telle autorisation. Nous avons fait le tour de la partie effondrée du bâtiment. Les murs intérieurs étaient encore debout, mais la façade s'était effondrée comme un château de sable après une inondation, nous a révélé Hensley plus tard. Ils avaient renforcé le reste du bâtiment, mais n'avaient jamais pris la peine de le reconstruire, car la destruction avait eu lieu entre la fermeture de la prison et sa désignation comme site patrimonial local. Donc, le directeur Murray a commencé à procéder aux exécutions ici, dans la prison? Hensley acquiesça. C'est exact, ici même. Nous avons tourné au coin de la cour. L'herbe haute était parsemée de grandes plaques de terre sèche entourant la potence. Des années d'air salin et d'eau de pluie avaient rongé le bois, comme une vieille cabane en contreplaqué, mais elle tenait toujours debout. On voyait la base de l'escalier qui y menait, 2 grands poteaux de chaque côté et une poutre fendue qui le traversait. La corde avait disparu, mais elle avait laissé une rainure dans le bois, trace du poids de multiples exécutions. Quelque chose n'allait pas. La porte avait disparu? Demandai-je. Vous avez dit que cela avait commencé en 1875, n'est-ce pas? Elle acquiesça. J'inspectai la structure de plus près. Peut-être que la porte s'était fondue dans le reste du bois. Plus je regardais, plus j'étais convaincu qu'elle avait disparu, il n'y avait pas de jointure, juste des planches droites sur toute la longueur. Mais il n'y a pas de porte, dis-je. Mes yeux balayèrent la poutre du plafond et se posèrent à l'endroit où la corde aurait dû être suspendue. La rainure et la décoloration n'étaient visibles que sur le quart supérieur. Est-ce qu'il pendait les gens en 1875? Hensley sourit. D'après les rapports, c'était la technique préférée de Murray. Je sentis un frisson d'excitation mêlé à une pointe d'effroi. Voici le problème, il existe plusieurs techniques pour pendre quelqu'un. En 1870, la plupart des Canadiens utilisaient la technique de la longue chute. C'est probablement celle que vous connaissez le mieux. Le prisonnier se tient debout sur l'échafaud, une corde autour du cou, une porte s'ouvre sous ses pieds, il tombe, se brise le cou et s'évanouit. Il meurt étouffé pendant qu'il est inconscient, ce qui est considéré comme plus humain. Le pendaison, en revanche, est beaucoup plus barbare. Le criminel commence au sol, une corde est jetée par-dessus une poutre haute, attachée à son cou, puis on tire l'autre extrémité pour, vous l'avez deviné, le suspendre par le cou. Le processus peut être extrêmement douloureux. Selon les survivants, oui, on peut survivre à cela, cela peut durer jusqu'à 10 minutes, voire 15 minutes si la personne se débat suffisamment. C'est malsain, ai-je dit. Et pourtant, tu souris, a-t-elle répondu. Désolé, je ne peux pas m'en empêcher, ai-je répondu. Elle a fait un geste de la main pour me rassurer. Ne t'inquiète pas, je ne te juge pas, a-t-elle dit en montrant la cour. Les pendaisons sont morbides, mais elles attirent toujours les gens. Elles étaient particulièrement populaires ici, car elles répondaient à un besoin des habitants qui ne pouvaient pas se rendre à Halifax. Et le directeur aurait aimé organiser des exécutions surprises. Il grimpait au sommet de la tour de garde tôt le matin et sonnait une cloche pour signaler la pendaison. Dès que la cour était pleine, il ordonnait l'exécution. Il regardait d'en haut, saluant la foule comme un empereur dans le Colisée. Je levai les yeux vers la tour de garde et sentis mon estomac se nouer en apercevant 3 silhouettes qui me regardaient. Je clignai des yeux et elles avaient disparu. Ce n'étaient que des nuages, me dis-je. Juste des nuages sombres qui apparaissaient de l'autre côté de la tour, n'est-ce pas? Hensley, comme si elle lisait dans mes pensées, se pencha vers moi et murmura, « Tu sais, ma chérie, il y a une rumeur qui dit que la tour est hantée par un fantôme aux multiples visages. » Je frissonnai, « Tu inventes ça pour me faire peur. » Elle secoua la tête. « Tu peux demander autour de toi. Il a été aperçu plusieurs fois ces dernières années. La dernière fois, c'était par un groupe d'adolescents qui sautaient par-dessus la clôture. Quelques gouttes de pluie tombèrent. Je demandai, « À quoi ressemble-t-il » Elle répondit, « Certains disent que c'est un pêcheur. D'autres disent que c'est un homme en tenue de prisonnier. Tous s'accordent à dire que son visage change chaque fois que tu détournes le regard. Un instant, il a une barbe, l'instant d'après, il est chauve avec une cicatrice au-dessus de l'œil, et ainsi de suite. Tu vois, c'est pour ce genre de choses que je visite ces endroits. » « Est-ce qu'il attaque » demandai-je. Elle haussa les épaules. Certains disent que ceux qui le voient sont condamnés à se pendre. D'autres disent que ce n'est qu'une légende. Elle leva les mains, paume vers le ciel. Il commençait à pleuvoir. « Rentrons, voulez-vous » J'acquiesçai. Il y avait encore des lampes à gaz sur les murs,
mais elles étaient éteintes depuis longtemps. Heureusement, Ainsley et moi avions eu la bonne idée d'apporter des torchets. Nous avons visité les cellules, avec leurs plafonds bas, leurs murs étroits, leurs vieux pots de chambre et leurs lits de paille sèche. Puis la chapelle, qui n'était qu'une pièce avec une croix, et enfin les bureaux. Elle m'a raconté l'histoire de la région et de la prison, mais je ne vous ennuierai pas avec les détails, car ils ne sont pas pertinents pour cette histoire. Je pense que vous trouverez cette pièce très intéressante, m'a dit Ainsley en s'arrêtant devant la porte de la tour de guet. Jusqu'à présent, toutes les pièces avaient été intéressantes, j'étais donc curieux de voir pourquoi elle trouvait celle-ci si spéciale. Elle a fouillé dans son trousseau de clés et s'est lancée dans une nouvelle série de tentatives pour trouver la bonne clé. Cette fois-ci, cela ne prit pas longtemps, la serrure cliqua, elle ouvrit la porte et je ressentis immédiatement cette étrange sensation d'étouffement, comme si je venais d'inhaler un nuage de cendres volcaniques. Bienvenue dans la tour de guet, dit Ainsley. Il n'y a rien de courageux à entrer dans une pièce sombre au milieu d'une prison vieille de plusieurs siècles. Logiquement, il n'y a aucun danger réel, ce n'est effrayant que si l'on se met dans cet état d'esprit. Mais en réalité, un vieux bâtiment n'est qu'un vieux bâtiment. Même si je le savais, et même si j'étais déjà entré dans de nombreux bâtiments anciens sans aucun problème, j'hésitais. Mes pieds étaient comme des blocs de ciment et le seuil était un champ de force qui me repoussait. Je ne savais pas d'où venait cette peur, seulement qu'elle était intense et palpable. Oh là là, déjà fatigué, me taquina Ainsley. On peut faire demi-tour si tu veux. Je secouai mon corps pour chasser la nervosité, comme un chien qui s'ébroue. Non, désolé. J'étais perdu dans mes pensées, mentis-je. Je suis entré et j'ai été prise d'un vertige en levant les yeux. La tour de guet ne faisait que 3 étages, mais l'escalier en colimaçon qui menait au sommet et la façon dont la pièce se rétrécissait vers le haut donnaient l'impression qu'elle s'étirait aussi haut qu'un phare. Il m'a fallu un moment pour reprendre mes esprits et remarquer l'objet qui pendait à mi-hauteur, un nœud coulant. Un très gros nœud coulant. Plissant les yeux, je fis le tour de la pièce pour essayer de déterminer s'il s'agissait d'un effet d'optique ou si elle était vraiment aussi grande. Plus je regardais, moins cela ressemblait à une illusion d'optique. Pourquoi ? Les mots restèrent coincés dans ma gorge, pourquoi est-elle si grande ? Ainsley prit une profonde inspiration comme pour crier, mais ce qui sortit n'était pas un cri, c'était l'histoire. Cela, ma chère, est le nœud coulant du Onyaben. Tu vois, la clé de cette tour a été perdue pendant très longtemps. Ce n'est que lorsque la Société historique a commencé à faire des recherches sur la prison qu'elle a été découverte dans l'aile ouest en ruine, dans le bureau du gardien. Elle a été déplacée depuis, mais il y avait un coffre ici, dit-elle en montrant un endroit au pied du mur, où les briques étaient plus claires que celles qui l'entouraient. Nous y avons trouvé les journaux du directeur. C'était, dit-elle en plissant les yeux, un homme très sadique. Je fis à nouveau le tour de la pièce, essayant de regarder le nœud coulant sous tous les angles. Il avait quelque chose de fascinant, comme une balançoire mortelle. Ainsley poursuivit, il était obsédé par le nombre de personnes qu'il pouvait pendre avec un seul nœud coulant. Je clignai des yeux. Tu veux dire avant qu'ils ne doivent changer la corde ? Elle secoua la tête. Non, pas le nombre de pendaisons qu'il pouvait faire, mais le nombre de personnes qu'il pouvait pendre en même temps. Cette déclaration me coupa le souffle. Pendre plus d'une personne à la fois avec une seule corde, était-ce seulement possible ? Elle fit un geste vers son cou. Il a commencé en grand, 10 personnes. Il a enroulé la corde autour de leur cou et les a hissés. Il a fallu 5 gardes pour soulever le poids, mais la corde s'est rompue avant qu'ils puissent voir ce qui allait se passer. Il a réessayé avec 9 personnes, et cette fois, la corde a tenu. Malheureusement, avec 9 épaules qui poussaient leur tête dans toutes les directions, il y avait des espaces. Il était impossible de serrer suffisamment la corde pour maintenir toutes les têtes. Les gens se sont glissés à travers les espaces, laissant la place à d'autres, jusqu'à ce qu'ils soient tous passés. J'ai essayé d'imaginer ce que cela pouvait faire d'être debout en demi-cercle avec 9 autres personnes, et je te jure que je pouvais sentir la corde autour de mon cou. Je me demandais ce que cela pouvait faire d'être soulevé, certain que toi et tous les autres alliez mourir, pour finalement glisser vers la liberté. Est-ce que ce serait un soulagement ou serait-ce horrible ? Il a donc commencé avec 10, puis 9, et ainsi de suite. Elle acquiesça. Il a essayé avec 8, même problème, puis 7, puis 6. Ces expériences ont causé quelques dégâts, moins il y avait de personnes pendues, plus il fallait de temps pour que quelqu'un se libère. La situation a empiré lorsque le nombre de ces sujets est tombé à 5. Pourquoi ? Eh bien,
Avec 5, il pouvait tirer tous les prisonniers en l'air avant que l'un d'eux ne puisse se libérer. Si vous ne mouriez pas pendu, vous mourriez en tombant. Donc 5 était le chiffre porte-bonheur? Oui. Étrange, j'avais l'impression qu'on nous observait. Je levais sans cesse les yeux vers le sommet de la tour de guet, m'attendant à voir quelqu'un me fixer du regard. Non, ma chère. Il voulait que les gens meurent pendus, pas en tombant. Il est resté bloqué à 5 pendant un certain temps, convaincu que le problème venait de la façon dont il nouait la corde. Il était déterminé à réussir, mais il n'avait qu'un nombre limité de prisonniers à sa disposition. Le directeur Murray a commencé à rassembler des gens dont il pensait que personne ne remarquerait la disparition. Je grimaçai. Qu'a-t-il fait quand il n'en a plus eu? Elle s'assit sur les marches et leva les yeux vers la corde. Malgré l'air frais qui venait d'en haut, la pièce semblait étouffante et viciée. Ainsley dit, le directeur Murray a commencé à rassembler les gens qui, selon lui, ne manqueraient à personne. Les sans-abri, les vagabonds, tous ceux qui n'avaient pas de famille ou qui s'approchaient trop près de la prison. Je me frottais le cou. Merde. Bon, ça n'a peut-être aucun rapport, mais j'ai découvert des rapports faisant état de disparition de familles entières à cette époque. Leurs affaires avaient été laissées sur place, comme si elles avaient été emmenées au milieu de la nuit. Je ne peux pas confirmer que le bon vieux directeur Murray était impliqué, mais la coïncidence est intéressante. Ce n'est qu'une pure conjecture de ma part, bien sûr. Mais combien de vagabonds peut-on tuer avant d'être à court? Et pourtant, malgré tous ces morts, aucune de ces expériences sur 5 personnes n'a fonctionné. J'avais l'impression qu'un boa constrictor essayait de m'étrangler. Pourquoi l'air était-il si lourd ici? Murray a l'air d'un salaud, dis-je d'une voix rauque. J'étais déshydraté. Ainsley acquiesça. Il l'était. Il lui a fallu des mois pour renoncer à tester la fronde sur 5 personnes. Il a failli craquer quand il n'en restait plus que 4 et qu'il s'était encore échappé. Pire encore, aucun n'avait survécu à la chute à 4. Au moins, avec 5, la première personne pouvait parfois s'en sortir avec des jambes cassées. À 4, c'était sans espoir, il pouvait les soulever plus vite, plus haut, et la chute était trop grande. Pendant que nous parlions, la fronde au-dessus de nous se mit à se balancer d'un côté à l'autre dans la brise. Ainsley expliqua, il a tout essayé, resserrer la corde, accélérer le processus, tourner les têtes dans toutes les directions possibles, vers l'intérieur, vers l'extérieur, sur le côté, sur le côté, sur le côté, tout. La balançoire changeait de direction, elle allait en avant et en arrière, mais cela ne fonctionnait jamais. Les prisonniers se débattaient, se libéraient et tombaient sur le sol. Maintenant, cela alternait, de gauche à droite, en avant et en arrière, se balançant sans cesse. C'était un homme têtu. Il a commencé à attacher les gens autour de la taille, mais il a suffi qu'une seule personne glisse hors du nœud coulant pour que les 4 tombent ensemble. La peur m'a envahi d'un coup, comme si j'avais été jeté dans un bac d'eau glacée. Le nœud coulant, ce maudit nœud coulant, ne se balançait plus de manière régulière. Il allait d'avant en arrière, de gauche à droite, comme s'il était tiré dans toutes les directions. Je me suis frotté le cou, j'ai essayé d'inspirer, mais j'avais comme un poids sur la poitrine. « Tu as du mal à respirer ?» demanda Ainsley. Je haletai, « Oui. »« Comment tu le sais ?» Elle désigna la corde en se dirigeant vers la porte. On dit que les hommes ne peuvent pas rester dans cette pièce plus de quelques minutes, car il n'y a aucun endroit dans cette tour de garde où le nœud coulant ne puisse atteindre. Je ne peux pas l'expliquer, vraiment pas, mais j'étais terrifié à l'idée qu'elle parte et verrouille la porte derrière elle. Ses clés tintaient, elle avait la main sur la poignée. Dans mon esprit, je la voyais fermer la porte. Mais même si je voulais courir vers la sortie, je sentais comme un lien invisible autour de ma gorge qui me retenait. « Allez, sortons d'ici », dit-elle doucement. Sa voix douce et son sourire aimable relâchèrent le nœud invisible. Je pus sortir en courant de la pièce, haletant. Elle me guida dehors, la main sur mon épaule. Je ne dis rien jusqu'à ce que nous soyons dehors sous la pluie froide. Le nombre, balbutiai-je, quel était le nombre? Elle leva les paumes vers le ciel et ferma les yeux, inspirant profondément comme si la pluie était son amante. Le nombre de personnes que l'on peut pendre avec une seule corde? Elle se retourna vers moi, son sourire toujours aussi chaleureux. 3, dit-elle. Avec 3 têtes, il n'y a pas assez de place pour s'échapper. Nous avons quitté le domaine et nous nous sommes dit au revoir. De retour en ville, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. La corde qui se balançait,
les images mentales très vives de personnes pendues ensemble, la sensation de quelque chose qui m'enserrait la gorge. Une fois seul, j'ai retiré mon écharpe et j'ai vérifié mon cou. Je m'attendais à trouver une brûlure ou une ecchymose sur ma peau, mais il n'y avait rien. Sur le chemin du retour vers Halifax, j'ai regardé en arrière vers la tour de guet. Je jurerais avoir vu, malgré la pluie et la lumière déclinante, 3 silhouettes qui me fixaient. Je continue de visiter des lieux où des gens se sont pendus, cela ne changera probablement jamais. La seule chose qui a changé, c'est que chaque fois que je vois un nœud coulant un peu plus lâche que la normale, je me souviens de cette petite prison en Nouvelle-Écosse, et je ressens une montée d'adrénaline et un léger serrement dans la gorge.